Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, je vais poser les bases de la cinématique du point matériel. Je vais commencer par définir un référentiel et cela me permettra de définir ensuite une vitesse et une accélération vectorielle. Pour commencer, je veux définir le terme cinématique. La cinématique, c'est cette partie très importante de la mécanique qui consiste à décrire mathématiquement le mouvement d'un objet. Alors, dans le cadre du début de ce cours, on va considérer le mouvement d'un point. Plus tard, on considérera le mouvement d'un solide. À ce moment-là, il y aura des effets de rotation qui interviendront. Dans un autre cours, vous pourriez étudier les déformations d'un solide ou carrément un liquide. Chaque fois, il faudra poser les bases de la cinématique. La dynamique, c'est, si l'on veut, l'autre grande partie de la mécanique. La dynamique cherche à décrire les causes d'un mouvement. Je commence avec notre premier modèle, le modèle du point matériel. On va convenir qu'on peut donner une description pertinente d'un objet en décrivant son mouvement, et pour décrire son mouvement, on va attacher un point, ou si vous voulez, on va considérer un point de cet objet, et on va décrire le mouvement de ce point. On va également attribuer toute la masse de l'objet à ce point, d'où le terme point matériel. Vous voyez qu'on est en train d'apprendre à faire de la mécanique, une science réputée exacte, et pourtant on commence déjà à faire de grandes approximations. En effet, nous allons décrire des objets variés. Ce pourrait être une locomotive. Une locomotive, c'est énorme. Une locomotive a des roues, toutes sortes de mécanismes. On risque de choisir de faire une première description du mouvement d'une locomotive en disant que c'est un point matériel. Un homme qui se jette d'un pont avec attaché un élastique, on va peut-être le représenter comme un point matériel qui a toute la masse de l'homme. On verra quand on fera la dynamique du solide indéformable que ce premier modèle du point matériel ne rend pas très bien compte de ce qu'on observe dans la réalité. Alors, cet écart entre la prévision du modèle du point matériel et ce qu'on observe expérimentalement peut être de deux natures. Ce peut être ou bien une différence quantitative. Imaginez un pendule. Imaginez que je fasse un pendule en prenant une barre rigide que j'accroche à un clou et que je fasse l'approximation que cette barre se comportait comme toute sa masse centrée à son centre de masse. La mesure me permettra de voir que je fais une erreur, mais c'est une erreur simplement quantitative. En revanche, si vous considérez les boules de billard comme des points matériels, pour beaucoup de mouvements, ce sera correct, mais si vous faites tourner la bille de billard rapidement sur elle-même, vous allez voir des trajectoires qui n'ont rien à voir avec ce que peut prédire le modèle du point matériel. Je définis maintenant un concept très simple, mais très important. Si on veut parler de vitesse et d'accélération, on doit absolument convenir de ce par rapport à quoi on mesure cette vitesse ou cette accélération. Cet objet, on appelle le référentiel. Alors, si on traite du problème d'une craie qu'on jette dans un auditoire, eh bien on peut prendre l'auditoire comme référentiel. Ou si on fait une expérience de chute libre dans un laboratoire, le laboratoire convient. Si en revanche, on veut discuter de l'orbite de la Terre autour du Soleil, on va devoir considérer un référentiel beaucoup plus grand, tel que le Soleil plus des étoiles lointaines. En général, si on doit avoir au moins 4 points pour définir
un référentiel et ces 4 points ne doivent pas être coplanaires. 3 points définissent un plan, vous prenez un 4e point en dehors et voilà, ça suffirait pour avoir un référentiel. Très souvent, les référentiels sont des objets massifs, la Terre, quelque chose comme ça. Il arrive qu'on choisisse de prendre comme référentiel un système d'axes cartésiens. Honnêtement, je pense que si on le fait, c'est parce que, comme enseignant, c'est beaucoup plus facile de dessiner 3 axes orthogonaux que de dessiner un coin de laboratoire, la Terre ou je ne sais quoi qui nous tient lieu de référentiel. Mais ne faites pas la confusion d'associer le système de coordonnées avec le référentiel. Le référentiel joue le rôle que je lui ai donné. Le système de coordonnées peut ne pas être le référentiel. Nous allons en voir un exemple frappant quand nous introduirons les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Le choix du référentiel, c'est quelque chose de très important. Par exemple, les forces centrifuges et la force de Coriolis sont des forces qui interviennent quand on fait un certain choix de référentiel. Et la fameuse théorie de la relativité d'Einstein part de considérations générales sur le choix des référentiels. Je passe maintenant à quelques définitions. La trajectoire, c'est simplement le lieu géométrique des points du référentiel par où a passé notre point matériel. Alors, ça peut être une parabole si vous étudiez le mouvement d'un point matériel dans le champ de la pesanteur, ça peut être l'ellipse que décrit une planète autour du Soleil, ou ça peut être une ligne droite si vous avez un mouvement libre de force. Comme disait Galilée, on a ce qu'il appelait le mouvement naturel, mouvement rectiligne uniforme. J'appelle équation horaire la fonction du temps qui nous donne la position de notre point matériel en fonction du temps. On a donc beaucoup plus d'informations que la trajectoire. La trajectoire est simplement un lieu géométrique. Quand je donne l'équation horaire, je dis où se trouve le point matériel, à quel moment. On a donc plus d'informations. Vous pouvez considérer que l'objectif ultime de la mécanique, c'est de donner l'équation horaire de tous les points matériels de l'objet considéré. Alors voilà un diagramme typique. Je me suis permis, comme d'habitude, de représenter mon référentiel par un système d'axes cartésiens O, X, Y, Z. Chaque fois que j'utiliserai la lettre O, ce sera pour désigner un point du référentiel. Toujours. Voilà un point P. Je repère la position du point P par le vecteur OP. Alors notez cette convention. Lorsque je désigne un vecteur, j'utilise des lettres grasses. Si le vecteur est représenté par 2 points, comme ici OP, j'écris OP en gras. Maintenant, mes écritures seraient trop lourdes si j'utilisais toujours 2 lettres pour représenter un vecteur. Donc je vais utiliser une notation simplifiée, par exemple R. Vous remarquerez ici que R est en gras. Cela veut dire que c'est un vecteur. Comme on présume que le point matériel P se déplace dans le temps, on va désigner le temps par la variable t et on va donc dire que le vecteur R est une fonction de t pour exprimer le fait que le point matériel bouge. Et on a donc ce qu'on appelle une équation horaire R de t. Je passe maintenant à la définition de la vitesse vectorielle. Comment va-t-on définir une vitesse? Première chose, on se donne un référentiel. Ensuite, on va mesurer un déplacement et on va diviser le déplacement par le temps, ça nous donnera une vitesse.
Si on mesure le déplacement de façon vectorielle, quand on divise par le temps, on va obtenir une vitesse vectorielle. Remarquez d'abord qu'une vitesse, du point de vue de la physique, c'est fondamentalement une grandeur vectorielle. Une vitesse décrit une direction, la direction de l'objet. Le module de la vitesse donne la vitesse au sens commun, ce qu'on appelle en physique la vitesse scalaire. Et donc, maintenant, je dois chercher comment exprimer mathématiquement cette vitesse au sens physique. Alors, je le fais de la manière suivante. Je me donne un vecteur OP qui me repère la position de mon point matériel. Je détermine de combien la position change pendant delta t. Je divise par delta t. Ici, vous noterez que j'ai un vecteur. Je divise par un scalaire. Le delta t, je prends la limite lorsque delta t tend vers 0. Et voilà ce que je vais appeler la vitesse vectorielle. Regardons de quoi cela a l'air si on en fait un dessin. Je note que je vais utiliser cette notation dr sur dt sur le dessin. Donc j'ai dr qui vaut v dt. V dt, ça fait cet accroissement de r lorsque on passe de t à t plus delta t. On prend la limite lorsque delta t tend vers 0. Alors voici un système d'axes cartésiens qui représente mon référentiel. Je suppose que je connais la trajectoire, ici. Je repère la position du point matériel au temps t par le vecteur r de t. Au temps t plus dt, ici j'utilise ma notation selon laquelle le delta t, j'en prends la limite quand dt tend vers 0, donc j'écris dt. Voilà r de t plus dt. Voilà le déplacement r de t plus dt moins r de t, c'est un vecteur. Et bien sûr, sur le dessin, j'ai pris un dt fini, et maintenant je dois prendre la limite lorsque dt tend vers 0. Et cela va me donner la vitesse. Passons maintenant à la définition de l'accélération vectorielle. Qu'est-ce que c'est qu'une accélération ? Ça doit être un changement de vitesse par unité de temps. Donc, notre définition de l'accélération sera forcément donnée par le choix d'un référentiel, très important, trivial, vite fait, mais très important. Et on va exprimer mathématiquement le fait qu'on veut calculer le changement de vitesse par unité de temps. Alors voilà, on le fait de la manière suivante. On calcule v au temps t plus delta t, moins v au temps t, changement de vitesse, divisé par le delta t. On prend la limite lorsque delta t tend vers 0 et on obtient l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ce qu'on peut écrire comme ceci. Faisons un dessin. Je rappelle ici l'expression de l'accélération. On va écrire que d de v vaut a fois dt. On aimerait exprimer cela sur le dessin. Alors, je suppose que la trajectoire est connue. Je dessine la position du point matériel au temps t et au temps t plus dt. Maintenant, j'ai la vitesse au temps t qui est comme ceci représenté ici en rouge. J'ai la vitesse au temps t plus delta t ici. Et je rapporte ce vecteur vitesse à la position au temps t pour calculer l'accroissement v de t plus delta t moins v de t, ce qui doit nous donner a fois dt. d de v vaut a fois dt. Voilà, a fois dt, c'est ce vecteur-là. Évidemment que sur le dessin, j'ai pris un dt énorme. Il faut prendre la limite lorsque dt tend vers 0. Et on va reprendre ça dans une autre leçon pour affiner notre compréhension de l'accélération.